parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous préférer, bienvenue dans les grandes gueules. Nous sommes vendredi, dernier numéro de la semaine au compte de cette émission. Vous nous suivez ici en Guinée mais aussi à travers le monde entier. Vous connaissez les canaux qui vous ont dédiés pour vos réactions au compte de cette émission. Nous restons toujours avec l'actualité. Ici notre leitmotiv c'est de donner la parole aux vrais gens tous les vendredis. L'ONG lutte contre le palu. Récemment nous faisions un déballage sur le retrait de la lettre d'autorisation pour le préfinancement des activités d'une ONG dans le cadre du projet NFM3 dans la région de Kankan. Il est reproché à l'ONG Enfants du Futur de ne pas avoir d'expérience et d'acquérir ce contrat dans des conditions qui restent à élucider, d'ailleurs floues. Ce matin, les représentants de cette ONG entendent donner leur part de vérité dans cette affaire. Nous recevrons ce matin Tonno Jérémy Faya, responsable au programme projet de l'ONG Enfants du Futur, membre fondateur. Eh bien, nous restons avec cette rubrique qui devient une tradition dans les grandes gueules. Comme chaque fin de semaine, nous mettons la lumière sur des citoyens qui refusent de se laisser abattre et qui se battent au quotidien pour s'en sortir. Dans la rubrique Bougeons-nous, ce matin, nous nous intéressons à une couche défavorisée des handicapés qui mènent diverses activités professionnelles sans jamais s'apitoyer sur leur sort. Nos reporters ont fait la rencontre de quelques-uns qui vivent bien de leur passion. Vous suivrez le reportage de Fatoumata Kondé, Mamoudou Bouléré Diallo et Aliouba, handicapé, qui nous parlera de ses activités. C'est le coup de cœur de la semaine. Il s'agit de Mademoiselle Aminata Silla, jeune dame handicapée. Vous écoutez les grandes gueules, et bien on est avec toute l'équipe au grand complet, décidé ce vendredi, comme d'ailleurs tous les vendredis, avec beaucoup d'énergie. Antoine Kourouma, déjà avec nous dans ce studio. Bonjour, bienvenue. Bonjour Diba, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Daouda Mohamed Kamara, le président, bonjour, bienvenue. Bonjour Diba, bonjour à tous. Mafoudia Bangora, bonjour. Bonjour Diba. Merci bonjour de nous rejoindre. Merci. Et Caps qui nous rejoint également tous les vendredis d'ailleurs. Bonjour, bienvenue. Bonjour Diba. Bonjour à tous. Voilà, notre ami de l'administration. Bonjour. Bon, tu vois, et puis ça tombe bien. Heureusement qu'il n'a pas ce matin, j'ai encore un coup de gueule. Coup de gueule non. Mon coup de gueule ce matin, c'est c'est un message plutôt à l'endroit du président, mais un coup de gueule contre les autorités. Aujourd'hui, les citoyens de Conakry vivent la même préoccupation. Trouver de quoi manger le lendemain. Et quand les ministres refusent de se réveiller tôt, pendant que les gens sont en train de galérer dans les embouteillages et dans les difficultés de taxi, ils viennent avec des sirènes pour se rendre au bureau simplement. Ils viennent avec des sirènes, ils embêtent les gens dans la circulation. Quand ils prennent des fils non autorisés, d'autres personnes les suivent. Ensuite, s'ensuit un bouchon qui ne finit pas les heures qui suivent. Vous avez des gens qui passent plus de 30 minutes ou 1 heure dans un bouchon sur moins de 10 km. Conakry n'est pas si grand. De Kaloum à 36, ça fait 36 km. Donc, on imagine quelqu'un qui quitte Matoto pour arriver à Kaloum. Quand vous passez 2 heures avec moins de 25 km, la question à se poser, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, aujourd'hui, il y a une règle que les Guinéens ne savent pas. Il y a des motos sirènes qui dévancent les cortèges. Ces motos suivent que quand les gens vont à mission ou quand les ministres se déplacent pour des activités urgentes. Donc aujourd'hui, il faudrait que le président prenne la décision. Non, normalement, ces motos ne suivent même pas quand il y a mission. Les grandes gueules. Le président a déjà fait une communication autour de ça. Il faut qu'il revienne là-dessus. Pour le ministre de la Défense, le président de l'Assemblée nationale. Il y a eu des décisions qui n'ont peut-être pas été respectées. C'est ce que, il faut que le président réactive ces décisions. On a bien accepté en Guinée que coronavirus, on ferme les portes à 22h, 21h, ou maintenant on est à 23h. Donc il faudrait bien que le président décide d'appliquer cette loi à ses cadres. Il faut que nos ministres apprennent à vivre notre galère dans les embouteillages. C'est dans les embouteillages quand même que les ministres peuvent se rendre compte combien de fois les gens souffrent pour les taxis. C'est dans les embouteillages que les ministres peuvent se rendre compte combien de fois les gens souffrent dans la circulation pour le passage ou les surcharges et autres. Donc ça les permet de découvrir nos réalités. Il faudrait qu'ils acceptent de revenir taper les embouteillages avec nous ou sortir tôt. Le président a demandé à ce que les gens soient au bureau à 8h30. Mais vous savez, on est en Guinée, c'est souvent, ce sont des décisions, c'est des feux de paille. Non, après, maintenant, il faudrait, c'est pourquoi mon message ce matin sur le président de la République, il faudrait qu'il prenne avec la même fermeté
la fermeté qu'il a appliquée dans la mise en œuvre des mesures Corona, il faut qu'il mette la même fermeté dans la mise en œuvre de ces sirènes-là. Parce que honnêtement, les citoyens de Conakry en ont ça à la gorge. On est fatigué. Vous l'avez compris, chaque vendredi d'ailleurs, il fait des coups de gueule. C'est une question d'incivisme, mais également on n'oublie pas l'état de nos routes, parce que qui parle d'embouteillage parle de 3 facteurs, les voitures, les routes, mais aussi les humains. On reste avec cette actualité. Hier, ceux qui étaient devant leur lucarne joyeuse ont compris ce décret qui est tombé, d'ailleurs comme un coup de couperet pour certains, et d'autres s'attendaient. Antoine Kourouma, ministère de la Citoyenneté, Dr Zalikatou Diallo, qui était jusque-là député, remplace Mamadou Taran Diallo. Oui, Taran Diallo qui finalement a été remercié, et Zalikatou, député, qui va renoncer à cette fonction désormais pour se consacrer à ce département qui je dirais pas nouveau, mais pour elle c'est une première d'intégrer le gouvernement. Et ce qui a plus retenu mon attention, c'est la manière par laquelle on s'est débarrassé de Taran Diallo. Taran a été comme un citron pressé utilisé. Il a été, je ne dirais pas qu'on s'est servi de lui, mais il est venu à un moment où il fallait remplacer un homme qui a démissionné, qui était Gassama Diaby, dont on a vanté les mérites. Gassama qui, lorsqu'il était aux affaires, a fait en sorte d'être parfois aux côtés des victimes lorsqu'il y a des événements douloureux ou malheureux. Gassama Diaby qui n'avait pas la langue dans la poche lorsqu'il devait prendre la parole pour dénoncer des pratiques malsaines de son propre camp. Remplacer un tel monsieur demandait une certaine vertu, une certaine qualité, et c'était une pression véritable qu'avait sous les épaules Taran Diallo. Mais durant son passage à ce département, pendant les 2 années, voire les 1 année et quelques qu'il a passé à ce département, je me dis qu'il n'a pas répondu aux attentes des Guinéens. Taran Diallo qui venait de la société civile, sur qui beaucoup comptaient par rapport à son expérience, par rapport à tout ce qu'il savait des questions de violation des droits humains, la corruption. Taran Diallo, à mon avis, non seulement n'a pas répondu aux attentes, mais est resté l'homme de lui-même. Le résumé de son bilan, c'est fait par des documents. Lorsque vous lui demandiez c'est quoi vos actions concrètes sur le terrain, il vous répondait en disant que nous faisons des documents, des rapports que nous brandissons. Mais sur le terrain, véritablement, il n'y a pas eu d'acte véritable. Cet événement qui a été initié, qu'on a appelé la Semaine nationale de la citoyenneté, oui. Taran Diallo ne l'a exécuté qu'une seule fois, lorsqu'il était aux affaires. On va dire que oui, c'est l'exécutif qui n'a pas permis de le faire, mais on a constaté qu'il n'avait pas une certaine poigne. Mais on a vu même avec Gassama, c'était des problèmes de budget. Diallo, à mon avis, manquait de perspicacité. Il n'a pas été du tout à la hauteur des attentes. Ce matin, je suis désolé de le dire, mais on a l'impression qu'il est venu pour une mission. Vous pensez qu'on l'a utilisé? On l'a utilisé. À l'époque, il y avait une situation qui prévalait sur le terrain. Gassama Diaby qui agitait l'éponge parce qu'il constatait des violations graves des droits de l'homme. Il ne pouvait plus supporter. On envoie Taran parce que, faut le dire clairement, c'était une question communautaire. On a voulu en envoyer un Taran, faire en sorte que certaines victimes de certaines situations dans le pays, on a tenté d'essuyer des larmes de victimes à travers Taran Diallo. Beaucoup à l'époque avaient dénoncé le fait qu'on l'envoie parce qu'il est d'une ethnie qui se dit victime d'un régime. Donc Taran Diallo est arrivé. Malheureusement, il a été happé par le régime. Il a été complètement coopté. Il n'a pas eu de mots à dire pour un peu dénoncer parfois certaines pratiques. Donc on a vu même lorsqu'il y a eu des violations des droits de l'homme du côté de Ouanidara, Taran Diallo, dans ses prises de parole, a semblé davantage mettre le couteau dans la plaie au lieu de guérir les plaies. Et donc je me dis que ce qui lui arrive, c'est vrai, on ne le souhaite à personne, mais sincèrement, on attendait mieux de lui. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes à la tête quand même d'un ministère qui parfois a un problème de budget, un ministère dans un pays où les droits humains sont foulés au sol? S'il n'y a pas aussi de volonté politique, ça vous empêche aussi d'évoluer dans votre démarche. Dans ce cas, n'acceptez pas le poste. Lorsque vous ne pouvez pas, n'acceptez pas le poste. Moi, je pense d'ailleurs même que ce département a été créé juste pour donner l'impression qu'on a un département. De l'autre côté, là où Antoine a un peu manqué. Antoine, attention. Attendez que je finisse. Non, je veux lui apporter une précision. Si je peux. Taran vient de la société civile. Voilà pourquoi on l'a amené. C'était pas pour consoler des gens de sa communauté. C'était parce que c'était un acteur vieux
de la société civile. C'est une précision assez importante. Allez-y Antoine, Ta précision n'a aucun Oui, sens vous aurez parce votre temps de que parole. je sais de quoi je parle. Vous étiez dans ce pays, vous savez de quoi je parle. Non, mais Antoine. À l'époque, le contexte qui prévalait dans le pays, il fallait un acte de ce genre pour un peu calmer les ardeurs. Vous le savez autant bien que moi. C'est l'impression qu'on a eue à travers la nomination de Taran Diallo, même la venue de Zalikatou Diallo. Pour moi, c'est une façon... Vous pensez que ce n'est pas fortuit, c'est toujours lié aux mêmes critères. Pour le président d'être dans cette logique. Il a démontré à suffisance que les nominations qu'il fait... Mais est-ce que vous ne pensez pas que là, ça devient un problème? Il le fait parfois sur des bases communautaires. Mais qu'on se dise clairement les choses. C'est parfois sur des bases communautaires. Les grandes gueules. Il remplace Paul par Pierre en tenant compte parfois de ses affiliations, D'accord, disons des questions politiques. Pour ne pas aller quand même sur ce terrain. Pour le cas de la citoyenneté, c'est malheureusement le constat que je dégage de par les actes que prend le président. Taran Diallo, on se rend bien compte que depuis que le remaniement a eu lieu, ça fait maintenant pratiquement 3 mois ou 2 mois que le département était sans chef. C'est le seul département depuis que les nominations ont commencé qui est resté vacant. Taran Diallo, donc ça fait longtemps qu'il est au chômage. Ça fait longtemps qu'on l'a mis à la porte. Ça fait longtemps qu'on l'a laissé sur le carreau sans qu'il ne fasse rien du tout. Et donc on nomme Zalikatou Diallo qui est député, qui pratiquement, on l'a vu sur le terrain, Zalikatou. Oui, quand même militant du 3e mandat. Pour le combat du 3e mandat, elle fait partie de celles qui s'est battue Les grandes gueules. au foutant avec Mokhtar Diallo pour convaincre de ce côté les citoyens à adhérer à ce projet-là. Zalikatou Diallo a mouillé le maillot, comme on le dit, afin qu'Alpha Condé soit à ce poste. Et je me dis qu'elle évolue de façon crescendo. Zalikatou est arrivée au RPG en étant membre du bureau politique. Elle a été députée du PDN. Elle a fini par quitter ce parti politique en rejoignant le RPG. Je me dis que sa démission ou son départ de ce parti politique a fini par payer parce qu'elle est récompensée à la hauteur de son acte posé. Et au fur et à mesure, elle grimpe. Je ne sais pas jusqu'où elle va aller, mais je me dis en étant députée, elle était davantage mieux à l'abri. Mieux à l'Assemblée, elle était à l'abri. Mais le poste qu'elle va occuper désormais, pour moi, c'est un panier à crabe. Voilà. C'est un poste assez compliqué qu'elle va être contrainte de gérer. J'espère, encore une fois, qu'elle fera différemment que Taran Diallo, qui pour moi a eu un bilan plus ou moins positif. Voilà, vous l'avez compris, Antoine Koroma. D'ailleurs, ce qu'on reproche au président, c'est qu'on est dans une administration qui est politisé à outrance, qui le plombe dans sa démarche. Daouda Mohamed Kamara, on parle de cette nomination de Dr Zalikatou, à regarder son profil militante du 3e mandat. Aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a des détenus politiques, il faut le reconnaître, où on parle surtout de rapports de Amnesty International, Human Rights Watch et tout ceci, et sans oublier Millennium Challenge tout récemment, qui quand même disait qu'on ne pouvait pas souscrire à ce programme pour violation des principes démocratiques. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle vient à un moment aussi difficile vu son profil? Elle vient à un moment effectivement difficile vu son profil, mais de l'autre côté, elle vient occuper un département qui, il faut le dire, aux yeux de celui qui a pensé à la mise en place de ce département, n'a aucune considération pour le département. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on veuille dire que Gassama Diaby a été celui qui a donné vraiment de la matière au département, mais quand on va plus en profondeur, on analyse davantage tout ce que Gassama a fait. Est-ce que le temps de Gassama a-t-il pu arrêter les tueries? A-t-il pu arrêter les violences? Qu'est-ce que ça a pu changer? Est-ce qu'on est allé vraiment dans des réformes profondes à cet objectif de l'unité nationale? Est-ce qu'on est allé vraiment à cet objectif de citoyenneté? Ce sont des questions aujourd'hui qu'il faille se poser. Il a été là celui qui a le plus été présent au département. Il a été vraiment présent au département. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il a pu obtenir? Est-ce que la politique globale du gouvernement avait pour priorité l'unité nationale, la cohésion sociale, la citoyenneté? On a vu que Gassama, il était devenu à un moment donné ce monsieur encombrant du gouvernement. Oui. Parce qu'il s'est battu à trouver du contenu à ce contenant
de son département. Parce qu'il a pris des contacts à l'extérieur du pays, même si dans beaucoup de pays, ça n'existe pas, le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Et il a réussi quand même à trouver quelque chose à mettre... Pour mettre dans ce contenu. Pour mettre dans ce contenant, je vais dire. Oui. Alors, il a réussi cela. Mais derrière, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Peut-être qu'on va dire Gassama a beaucoup parlé, il a dérangé le gouvernement, il a dérangé le président de la République. Celui qui n'a pas du tout parlé, en quoi il a vraiment réussi sa mission. Gassama n'a pas que parlé. Il a été sur le terrain aussi. Excusez-moi, mais ça a changé quoi? Il n'a pas que parlé. Pour quel impact? Gassama oui, mais a été sur le justement, terrain. on va s'écouter. Attention, on va s'écouter. Antoine, il faut qu'on accepte de s'écouter. Je ne parlerai pas dans les mêmes termes que toi. Non, je parlerai dans mes termes. Mais il faut dire clairement ce qu'il a Antoine, on fait. l'écoute. Après, vous allez réagir. Il n'a pas que parlé. Il a posé des actes. Allez-y. Il faut avoir l'élégance de reconnaître. Tu n'es pas une femme pour que je. Non, il faut avoir l'élégance de. Tu n'as l'élégance que vis-à-vis des femmes. De comprendre que les autres t'écoutent quand tu parles. Allez-y, voilà. Il n'est pas là. Je disais, il a parlé. Sur tous les toits, on a entendu Gassama Djabi. Il a dérangé, il faut le dire, parce qu'il a touché la plaie de la citoyenneté. Il a touché la plaie de l'unité nationale. Et cela n'a pas changé le comportement des forces de l'ordre. Ça n'a pas changé même les attitudes du président de la République dans cette prise de parole. D'où la question volonté politique. C'est pas une priorité. Oui. Alors, malgré tout ce que Gassama a fait, malgré tout ce qu'il a dit, ça n'a pas changé fondamentalement le comportement du citoyen guinéen. On est resté violent lors des manifestations. Les forces de l'ordre sont restées violentes face aux manifestants lors des manifestations. À la moindre manifestation, on dénombrait des morts, des blessés, des dégâts matériels, des biens publics et privés endommagés, alors que les messages que Gassama passait, c'était des messages qui nous appelaient à abandonner ces pratiques. Mais derrière, le citoyen est observateur. Il voit qu'il y a un département dédié à la citoyenneté, à l'unité nationale. Le président de la République, quand il sort, il tient des propos qui n'encouragent pas l'unité nationale, qui n'encouragent vraiment pas la citoyenneté. En quoi voulez-vous que le citoyen écoute cet autre ministre qui est en train de se battre? Il a un patron. Son patron ne l'écoute pas. D'abord, il ne l'écoute pas parce que lui, il sort, il prône la citoyenneté, il prône l'unité nationale. Parce que quand je dis il parlait, il n'avait pas de bâton pour contraindre les citoyens à la citoyenneté. Il n'avait pas de bâton pour contraindre les forces de l'ordre à ne pas tirer ou à se comporter bien dans les manifestations. Ça ne pouvait se limiter qu'à des propos, qu'à des discours. Et c'est ce qu'il a fait pendant qu'il était là. D'ailleurs, si vous posez la question à ceux qui sont succédés, ils vous diront notre mission, c'est de sensibiliser, interpeller. C'est effectivement la sanction, c'est du rôle. C'est effectivement cela. Gassama devait être soutenu dans ses actions. Lorsque un policier est suspecté de tirer sur un manifestant, cela devait être suivi de poursuites tout de suite. Et on comprendrait que le message qui est passé par le département de l'unité nationale et de la citoyenneté est bien suivi par l'équipe gouvernementale. Mais ça n'a pas été le cas. Il est venu Taran. Moi, je n'irai pas sous l'angle communautaire, ethnique et autres. Moi, je dirais plutôt c'est un Guinéen qui est venu au département. Il a en face de lui des Guinéens cosmopolites dans le sens ethnique et communautaire. Il n'a qu'un seul peuple. Son message est destiné à ce peuple. Pas un peuple peul, pas un peuple malinqué, pas un peuple Kissié ou Guerzé ou Soussou. Il a un peuple guinéen. Son message, c'est pour le peuple de Guinée. Ceux qui sont tombés, par exemple, quand il est allé à Koya, quand les militaires ont ouvert le feu sur les citoyens parce qu'ils n'ont pas obtempéré au respect des barrages, ce ne sont pas quand même des peuls. Il y avait des Soussous, il y avait des Malinqués, il y avait tout. En gros, tout le monde est victime aujourd'hui. Tout le monde est aujourd'hui victime. Il faut qu'on sorte de ce carcan de communautés et autres. Tout le monde est victime aujourd'hui. Et un ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté, ce n'est pas son
appartenance ethnique qui doit compter à nos yeux. Lorsqu'on l'a ainsi, lorsqu'on a ces lunettes pour le regarder, on va fausser et lui-même il n'arrivera pas. J'ai l'impression que il n'arrivera pas à la tête de son ne vous en faites pas. Il n'atteindra pas son objectif. Il n'atteindra pas son objectif comme on commence déjà aujourd'hui. Zalikatou étant elle aussi Peul, peut-être que la communauté Peul s'estime victime et autres. Je me dis que ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, Zalikatou vient. Il faut se poser la question, quels sont les coups de franche qu'elle peut avoir pour atteindre les objectifs de l'unité nationale en Guinée, mais aussi de la citoyenneté. Ce sont des concepts aujourd'hui qui constituent notre problème fondamental. Est-ce qu'elle a toute la crédibilité aux yeux des citoyens, voilà, c'est pourquoi je parlais de pour profil. mener à bien les actions? Ça, c'est une question qu'il faut aujourd'hui se poser. Parce qu'on connaît un peu Zalikatou. On sait qu'est-ce qu'elle a subi ici comme propos, ça et là, sur elle, après son départ du PDN pour être au RPG. Aujourd'hui, avec le 3e mandat, elle vient à la tête de ce département. Je me demande bien quelle crédibilité aura-t-elle aux yeux des autres interlocuteurs, notamment ceux de l'opposition. Voilà, vous l'avez compris en tout cas, d'où la question sur son profil, puisqu'elle a été militante du 3e mandat. Est-ce que son discours sera entendu? Est-ce qu'elle ne va pas prêcher dans le désert? En tout cas, c'est la question que l'on se pose. Mafoudi à Bangora, on est dans un pays quand même où les lois ont prévu tout un arsenal. Il y a l'INDH pour les droits humains, il y a le département qui a été mis en place. L'on se rappelle de ce rapport également sur la réconciliation qui avait été piloté par des guides spirituels. On ne sait pas où en sommes-nous. Est-ce que vous ne pensez pas que Zalikatou risque aujourd'hui d'être dans le même scénario, sachant que d'ailleurs, elle ne vient pas de la société civile, mais de la classe politique? Bah oui, c'est un risque. Je comprends parfaitement ce que tu es en train de dire et c'est carrément fondé, c'est le risque aujourd'hui. Parce que moi, je me pose d'ailleurs la question sur l'utilité de ce département. Tu le rappelais tout à l'heure, on a des services. Il y a les conventions auxquelles la Guinée a adhéré, il y a des services, il y a le ministère de la Justice et bien d'autres. Aujourd'hui, les questions qui reviennent souvent quand on parle d'unité nationale et de citoyenneté, ça nous ramène carrément sur la gouvernance du pays. Quand on prend les questions politiques qui amènent aujourd'hui à des manifestations et à des cas de mort, à qui la faute? C'est à la gouvernance, parce qu'il y a un calendrier électoral, par exemple, qui existe et qui n'est pas respecté. Donc, je veux dire que c'est une suite logique. Lorsque, à la tête d'un pays, vous avez des gouvernants qui ne respectent pas les textes de loi, évidemment, on se retrouve dans une situation où on est obligé de mettre en place un département d'unité nationale. Sinon, ça va de soi. Parce que quand un président il est en campagne, la moindre des choses qu'on lui demande, ou bien ce qu'on même dit dans la Constitution, c'est de garantir l'unité des fils et filles d'un pays, d'aller vers le développement. Donc, on n'a pas besoin de mettre en place un département pour encore parler d'unité. Ça va de soi, normalement, lorsque les choses se passent bien. Mais aujourd'hui, la situation est telle qu'on a été obligé d'aller vers ça. Et qui est-ce qu'on a choisi? Quand même Gassama Diaby. Et Gassama Diaby, à l'époque, je crois, il était avant ce département, le président de l'Observatoire des droits de l'homme. Et de ce côté, on l'écoutait. Parce que tout ce qu'il disait, c'était totalement la réalité. Et il avait les mots pour cela. Mais lorsqu'il a été ministre, on a compris qu'être un acteur de la société civile et un ministre, c'est pas la même chose. Parce qu'un ministre... Vous êtes tenu au droit de réserve parfois. Au-delà même du droit de réserve, un ministre, on suppose que c'est quelqu'un qui a le pouvoir de changer quelque chose. C'est pas comme un opposant, un acteur de la société civile qui ne peut qu'interpeller et souhaiter qu'il y ait des réponses à ces interpellations. Un ministre est censé poser des actes. Je pense que c'est ce qui aura été la grosse difficulté de M. Diaby lorsqu'il a été à la tête de ce département. Parce que c'est difficile en même temps d'être le garant d'une situation et de devoir faire face, même pas à l'autre côté, mais les gens avec vous qui sont censés garantir tout ceci. Je crois que c'était sa difficulté. Il a rencontré des problèmes. Après, Antoine dit tout à l'heure que c'était par rapport au non-respect des droits de l'homme, mais on notera aussi le fait qu'il n'y avait pas cette solidarité. Peut-être le fait qu'il soit tout le temps là à dire... exactement. Peut-être que ça n'a pas abouti. En tout cas, on se rappelle de sa colère quand il n'y a pas eu la présence des ministres lors de la clôture de cette semaine nationale de la citoyenneté. Il y a tout ceci. Gassama, même s'il n'avait pas pu poser beaucoup d'actes, que moi je comprends, parce que pour moi c'est un département qui va être... c'est pas évident. Pour moi c'est pas évident. Mais au moins il avait cette qualité d'être écouté. C'est ce qui aura été la faiblesse de Taran.
Taran, quelles que soient ses expériences dans la société civile, il a été trop conformiste. est-ce qu'il avait même le choix? Il a manqué de personnalité. Qui peut vraiment faire autrement aujourd'hui avec le pouvoir actuel? Parce que c'est cela. Je crois hier dans le cadre du football, je rappelais ceci. Lorsqu'on a souvent des dirigeants ou des responsables, la moindre des choses qu'on leur demande, c'est d'écouter. Écouter et pouvoir réagir automatiquement. Mais on a des dirigeants, on a des responsables qui, dans les mots, aiment bien qu'on les interpelle si ça ne va pas pour qu'ils puissent changer. Mais ce qu'on a aujourd'hui, ce sont des dirigeants qui ne veulent écouter que les gens qui les encensent, qui leur disent « Ah oui, ce que vous avez pris comme décision, c'est la meilleure, ne faites pas autrement. » Les flatteurs. On va vous... les flatteurs. Et ce sont ces dirigeants même qui encouragent cette situation. Parce que vous avez, la possibilité d'être sur le terrain, d'observer ce qui ne va pas dans le pays et parce qu'un dirigeant, on suppose que c'est pas pour rester au palais et de se contenter de ce qu'on vous rapporte. C'est d'aller vous-même observer, ça vous permet de faire les choses autrement. Mais malheureusement, on aura compris au bout des 10 ans que le président aime bien les gens qui l'entourent ou qui font ce que lui, il veut. Et c'est assez compliqué. Et Tara ne pouvait pas faire autrement. C'est le risque aujourd'hui avec Djalikatou. Déjà, Djalikatou, c'est une femme qui, je la respecte tout cela, elle s'est battue politiquement. Elle fait partie des rares femmes aujourd'hui qui tiennent bien dans les partis politiques, quels que soient les problèmes. Mais en même temps, elle, au niveau de ce département, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle a les coups de France pour aller dire au président, écoutez, il y a des Guinéens qui sont en train d'être tués, c'est pas normal, il faut qu'on arrête. Est-ce que c'est possible? Quand on prend certaines questions aujourd'hui, est-ce qu'elle sera à mesure d'être écoutée? Daouda l'a rappelé tout à l'heure. Est-ce que c'est la bonne interlocutrice? Voilà, parce que c'est quand même quelqu'un qui s'est battu pour le 3e mandat ici. Oui. Donc c'est assez compliqué. Je pense que sa posture est un peu difficile. C'est pourquoi je me demande, est-ce qu'au niveau de ce département, puisqu'on y tient, il n'y a pas de cadres qu'on pourrait choisir, qui ne sont pas politiques, mais qui ont peut-être un regard un peu plus technique, qui ont des éléments, parce que je sais que au niveau du département, on assiste à des rencontres à l'international, on représente la Guinée. Ils maîtrisent mieux la chose, donc peut-être qu'on pourrait choisir au niveau de ces gens, au lieu d'aller directement vers des politiques qui, globalement, auront du mal à s'adresser à cette population. Parce que là, on y tient, c'est quand même, on parle d'unité et de citoyenneté. Il y a plein de choses qu'il faut revoir. Moi, je pense qu'il faut aller vers ceci. Djalikatou, elle est là aujourd'hui. On va observer. Comme on dit, il ne faut jamais juger avant. C'est au pied du mur. Exactement. On va l'observer, mais encore une fois, je ne suis pas sûr qu'elle puisse apporter beaucoup de changements et ça ne dépendra pas forcément d'elle, mais il y a beaucoup de choses qu'il va falloir prendre en compte. Deux paramètres qui rentrent en ligne de compte, comme l'a dit Mafoudi Abangora. Avec vous, Caps, même question aujourd'hui, il y a changement à la tête de ce département. Pas un changement assez profond parce qu'il y a la question du profil de Madame Zalikatou. Elle est politique dans un pays où tout est devenu priorité en matière de démocratie. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État, finalement, au lieu de trouver une solution, complexifie la question? Écoutez, Djiba, il y a une question très essentielle qu'il faut relever, c'est que ce département, qu'on appelle le ministère de l'Unité nationale de la citoyenneté active, à mon sens, c'est le département le plus important compte tenu des situations que notre pays est en train de traverser aujourd'hui. Oui. Quand on prend quelque part ce sentiment d'injustice qu'on ressent dans notre pays, quand on prend ce développement de ce paradigme ethnique et communautaire, la manipulation politique, la destruction des derniers publics, des biens ou les casses, les déguerpissements des emprises publiques qu'on a connus, quand on prend également les exactions des forces de l'ordre, etc., ça montre à suffisance que le pays a plus que besoin. Et sans oublier la surpopulation de nos carcérales. Exactement, sans oublier la surpopulation carcérale. Ça démontre à suffisance que le pays a plus que jamais besoin d'unité nationale et de cohésion sociale. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut relever. On ne peut pas parler le président. Son objectif aujourd'hui, quand il parle, quand on annonce ce nouveau mandat, on parle de quoi? On parle de croissance économique, améliorer les conditions de vie des populations. On ne peut pas connaître de croissance économique. On ne peut pas développer les infrastructures. On ne peut pas développer les conditions de vie de la population quand il n'y a pas d'unité nationale. Quand on ne peut pas parler de cohésion sociale, ce n'est pas possible en réalité. Donc aujourd'hui, l'heure est plus que... Il est plus que... En fait, aujourd'hui, on demande beaucoup plus d'implication et beaucoup plus de volonté politique du président de la République à accepter d'accompagner les personnes, notamment la nouvelle ministre qui est mise à la tête de ce département, afin qu'elle puisse réussir à cette fonction-là. Parce que ce qui est important de savoir, il peut y arriver que le chef de l'État
quoi qu'on est en train de lui dire. Mais cependant, on ne sait pas. Il faut accorder le bénéfice du doute à Dame Zalikatou. On ne sait pas. Est-ce qu'elle n'aurait pas le leadership qu'il faut pour faire fléchir le chef de l'État? Désormais, les yeux sont tournés vers elle pour voir quelles seront ses marges de manœuvre pour pouvoir réussir à pouvoir faire fléchir le chef de l'État sur certains points. C'est de très bonnes guerres. Le chef de l'État lui-même, il a intérêt à ce que certaines choses certaines situations puissent se résoudre. Peut-être que le blocage quelque part de la justice, ou qu'on rende justice à ces personnes qui sont incarcérées aujourd'hui, ces leaders politiques, etc., qui sont là-dedans. Peut-être qu'on attendait l'arrivée d'une nouvelle ministre à la tête de ce département pour que les choses puissent se débloquer. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop simpliste? Parce qu'il y a d'autres facteurs aussi qui justifient ce retard. C'est le président lui-même. Parfois on dit c'est cette ingérence de l'exécutif dans le judiciaire. Et justement, maintenant, c'est de la responsabilité de cette nouvelle ministre qui est arrivée d'interpeller justement le chef de l'État afin qu'il puisse avoir un autre regard vis-à-vis de sa gestion, afin de faciliter justement cette chose-là. Mais au-delà de ça, il ne faudrait pas qu'on résume encore une fois ce département uniquement qu'à l'unité nationale. Il y a cet autre facteur qui est la citoyenneté active, qui est un élément très important. Parce qu'encore une fois, il faut un citoyen modèle, des citoyens actifs. Quel type de citoyen on veut pour la Guinée? Et le président de la République est le premier de ces citoyens qui est censé montrer cet exemple-là pour que le peuple de Guinée puisse suivre. Et quand on prend cet exemple-là, ça va du sommet jusqu'à la base. Il ne faut plus qu'on aille de la base vers le sommet. Moi, je me rappelle, je donne juste un exemple. Une fois, on venait avec un haut cadre de la ville jusqu'à Madina. Arrivé à Madina, on avait tout sauf dans le véhicule. Il demande, on descend la vitre, on achète de l'eau. Lui qui a passé tout son temps à critiquer, et tout d'un coup, il finit de boire, il prend son sachet d'eau, il le jette dans la rue. Et après, on l'interpelle pour lui dire que, voilà, justement, pour que la Guinée soit propre, il faut quelque part que lui et nous tous refusions de jeter les ordures dans la rue, et comme cela, on pourra assainir la ville. Il faut à un moment donné qu'on puisse sortir les gens un petit peu de cet état d'esprit. Et la réalité aujourd'hui, c'est de voir Dame Zalikatou, quel est le plan qu'elle a pour proposer à la population guinéenne, pour pouvoir sensibiliser cette population guinéenne, développer cet état d'esprit qu'il faut pour pouvoir incarner ce bon paradigme du citoyen modèle, afin de pouvoir arriver à cette cohésion nationale. Voilà du travail en tout cas sur la table avec vous, Alphonse Mara, Zalikatou, certes qui vient, mais on n'oublie pas également l'autre qui fait son entrée, Tibou Camara, porte-parole maintenant du gouvernement. C'est vrai qu'on était sur plusieurs noms, lui on ne le voyait pas venir, mais finalement c'est son nom qui est sorti, comment on va dire ça, cette lumière blanche, on a vu la fumée blanche sortir hier, Tibou Camara qui vient. L'arrivée de Tibou Camara, certains diront que ce n'est pas une surprise, mais moi ça m'a sérieusement surpris. On connaît la plume de Tibou, mais l'éloquence de Tibou, je ne la connaissais pas personnellement. On sait qu'il écrit très bien, il a les verbes. Mais est-ce que se réduit seulement à l'éloquence? Non, mais aussi, vous savez, il y a une question dans le rendu de ce que fait le gouvernement, il y a une question d'audibilité, il y a une question de charisme. Je ne vois pas Tibou Camara refléter ce charisme quand même à la télé. C'est un bon journaliste, il écrit très bien. Mais quand il s'agit, mais c'est pas la première fois quand même, autant de Konaté. Ce qu'il faut rappeler à Alphonse, aujourd'hui, Tibou Camara est celui qui a cette capacité à tenir compte de cette dimension sociale dans sa communication et cette capacité d'adaptation en termes de communication. Pour moi, c'est la personne la plus idéale pour pouvoir tenir cette communication qu'il faut, pour faire passer le message du président de la République. Moi, je parle de la prestation qu'il y a. Oui, il faut le voir. On a vu la sortie quand Kassori Fofana est sorti pour dénoncer le fait de dire le président n'était pas informé, etc. À chaque fois, il faut quand un ministre garde quelque chose, c'est Tibou qui vient, qui a ce discours de pouvoir justement tenir compte de cette dimension sociale dans sa communication pour créer l'équilibre. En réalité, il a cette capacité à pouvoir quand même mieux faire passer ce message en tenant compte de cette dimension sociale. Peut-être moi je dirais plutôt qu'il a la capacité de jouer le rôle que le confie le chef de l'État. C'est justement ce que j'ai envie de dire. C'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, on va finir avec Alphonse. Moi, j'étais en train de dire, porter les paroles du gouvernement, ce n'est pas seulement rattraper les bêtises des uns et des autres, c'est aussi ce charisme qu'on dégage dans le rendu qu'on fait. Oui. Vous avez vu cet Albert Damantan qu'on a connu, qui a donné du goût à plusieurs personnes à suivre le compte rendu du Conseil des ministres. Oui. Pas parce que ce qui se disait n'était pas déjà su, on connaît les impressions déjà vues. Mais ce Albert, à la télé,
reflétait quelque chose. Il y avait un charisme qui accompagnait son compte rendu. Alors moi, ce sont des logiques contre lesquelles je m'érige. C'est comme en journalisme, un simple exemple. Aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, Lamine Guirassi derrière le micro. Après, quand un autre vient, on essaie d'identifier les gens à Lamine. Il faut savoir accepter les autres avec ce qu'ils proposent. C'est déjà un pas. Après, parce qu'il n'a jamais été porte-parole. Je pense qu'il faut déjà, pour continuer, arrêter de calquer les gens sur ce que Damanta a apporté. Il a été un bon porte-parole, mais au-delà de lui, il y a d'autres aussi qui pourraient être de bons porte-parole. Et d'ailleurs, le porte-parole là, ça va au-delà de la personne. Voilà, ça va au-delà. Écoutez, vous savez, il y a un facteur que vous oubliez. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Thibou Camara, c'est un super journaliste. On ne pourrait pas trouver mieux pour les mots que lui. Mais le malheur, c'est quoi? Ce que vous n'analysez pas. Il y a une question de charisme dans l'action publique. Aujourd'hui, la dernière fois, on était en train de le dire, prenez Kassori Fofana et le président de la République. Kassori dégage plus de charisme que son président. Pourtant, on a un président de la République. Oui, je suis d'accord. Donc, écoutez, le charisme est personnel. Donc, aujourd'hui, Thibou Camara, en dépit de toutes ses compétences, ne dégagera pas ce charisme qu'on a vu avec Albert. Mais pourquoi le calquer Albert? C'est ça en fait le réel. Non mais c'est ça. En fait, on a besoin de ça. On va l'écouter. La beauté aussi du compte rendu du Conseil des ministres dépend de la personne qui vient nous faire le compte rendu. On aurait bien pu prendre Bantamasso comme porte-parole du gouvernement. Il parle si bien français. Aboubacar Sylla était charismatique. Aboubacar, non, Antoine, je t'apprends pas ça. Je t'apprends pas ça. Aboubacar Sylla était terriblement charismatique. Comparé à Damanta Albert. Non, Aboubacar Sylla était vraiment charismatique. Je ne parle pas de. Peut-être il n'est pas. D'accord, il n'est pas Damanta. Il va finir. Vous me laissez finir. Il va finir. Moi, je ne remets pas en cause les compétences de Thibou, mais je m'interroge sur le charisme qu'il va dégager. Peut-être qu'il va sûrement surprendre tout le monde avec ses premières sorties le jeudi prochain. Et il faut pas oublier que ce sera pas la première fois que Thibou porte la parole d'un gouvernement. Je suis d'accord. Il a déjà fait. Moi je restais sur Damanta. Et ça c'est dangereux. Et pour finir avec tout le monde n'est pas Damanta. Ce que moi j'apprécie avec la venue de Jalikatou, pour une fois, on aura une personne qu'il faut à la place qu'il faut. Pourquoi je le dis? Moi, je vais miser sur le genre. En Guinée, quand il y a un souci, c'est toujours les femmes qu'on met en avant. Cette fois-ci, on parle du département de la réconciliation nationale, de la citoyenneté et des questions de droits de l'homme. C'est une femme qui est venue. Donnons la chance ou donnons le temps de voir combien de fois elle pourra se lamenter devant le président pour faciliter les choses. Parce que l'accès qu'aujourd'hui Jalikatou a au président de la République, Tara n'a pas eu cet accès. Personne ne peut se targuer aujourd'hui d'être le plus proche de Ali. Non, maintenant, écoutez, non. Le président, c'est quand il veut. Mafoudia. Le président, c'est quand il veut, mais Jalikatou a plus de facilité d'accès que Taran chez le président de la République aujourd'hui. Taran a passé un bon moment, il ne pouvait même pas rencontrer le président. Depuis combien de temps Taran a été débarqué? Depuis le remaniement, Taran n'a pas été reconduit. Le département Taran était dans cette incertitude. Il est là, il n'est pas là. C'est finalement hier que sa crainte s'est avérée. On l'a fait remplacer par quelqu'un quand même qui a su migrer du PDN au RPG et du RPG aux instances décisionnelles du RPG. Et elle voulait être tout récent président de la FEGIFOOT. Donc aujourd'hui, donnons le temps de voir ce que Dame Jalikatou peut tirer des mains du président de la République. Bon, la question que l'on ne se pose pas, et je l'ai évoqué à l'entame de ma prise de parole, voyez le temps qu'a mis le président pour nommer quelqu'un à ce poste. On ne se pose pas la question de savoir pourquoi. C'est le seul département ministériel, après la nomination des 30 et quelques ministres au sein du gouvernement, c'est le seul qui est resté vacant. Pourquoi justement? C'est le plus sensible du gouvernement. À ce département, on n'en voit pas n'importe qui. Il faut quelqu'un qui fait l'unanimité. Parce que c'est le département où vous souvent, pensez qu'elle fait l'unanimité? C'est ce que je dis. Je vais en venir. Ouais. Il faut une personne qui peut être écoutée et de l'autre côté et au sein du gouvernement. Je me dis que Jalikatou, au regard de ce qu'elle a fait pour le 3e mandat et par rapport à ses actions politiques, je ne crois pas qu'elle soit écoutée de l'autre côté. Non, Antoine. Attendez que je finisse. On va l'écouter, s'il vous plaît. On l'écoute. Le profil pour ce poste, c'est plus un acteur de la société civile. Quelqu'un qui, pour moi, a une certaine neutralité dans le débat. Mais une personne qui déjà a une tendance connue, je ne crois pas qu'elle fasse grand chose. On parle d'unité nationale.
pour être unis, pour réconcilier les gens, il faudrait que vous soyez écoutés de part et d'autre des différentes parties. Mais lorsque on vous taxe d'avoir un certain parti pris, il n'est pas évident que vous soyez écouté. Lorsque vous avez pris une certaine position dans le débat... Donc vous êtes jugé parti. Il y aurait un préjugé vis-à-vis de vous. C'est pas évident que vous soyez la bonne personne pour cette fonction. Je me dis que ce poste-là, je ne dis pas que ça doit être, on doit tailler à la mesure de quelqu'un, mais à mon avis, le profil idéal, ça doit être quelqu'un qui provient d'une structure considérée comme neutre dans le débat politique. Sauf que Zalikatou, pour moi, a déjà une position tranchée. Zalikatou a déjà un certain parti pris qui va rendre difficile sa mission sur le terrain. Et sur le cas Thibault, on veut vous écouter rapidement. On est pris par le temps. Oui. À mon avis, j'ai été surpris, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Je m'attendais plus à voir le porte-parole en second prendre la place du titulaire que de voir un autre. Vous voulez parler d'Amara Somparé? Amara Somparé qui était le second d'Abakar Silla. Cela démontre à suffisance qu'Alpha Condé n'a pas confiance au cadre qui l'entoure. Parce que ça aurait dû être automatique. Abakar Silla quitte ses fonctions de porte-parole. Fallait que le porte-parole en second monte pour remplacer Abakar Silla. Pourquoi est-ce que c'est Thibault qu'on envoie? C'est une question de confiance. Thibault, rappelez-le, est encore ministre conseiller à la présidence. Il est ministre d'État chargé de l'industrie. Voyez combien de fois le président lui porte confiance. Et parfois médiateur dans des crises. Voyez combien de fois il est introduit à la présidence. Ça se voit qu'Alpha Condé, de par ses actes parfois, crée des frustrés au sein des grandes gueules. Je ne dis pas qu'Amara Somparé est frustré, mais c'est tout comme. Parce que je me dis que Amara Somparé méritait bien d'assurer ce rôle-là, parce qu'il a prouvé récemment, lorsque par exemple il y a eu ce rapport publié par Amnesty, il a pris la parole. Il est allé au charbon pour défendre le gouvernement par rapport à ce rapport d'Amnesty. Il l'a fait parce qu'il était porte-parole en second du gouvernement. Je me dis qu'on aurait pu lui accorder cette chance-là de prouver de quoi il est capable. Thibault, je ne dis pas qu'il ne mérite pas d'être à ce poste, mais pour moi, industrie porte-parole, il y a un grand écart. Mais communication porte-parole, les deux vont de pair. Mais n'oubliez pas aussi son profil, il a été journaliste, même si on fait le lien. Le ministre de la communication, à mon avis, colle mieux à cette fonction de porte-parole. Parce que le rôle qu'il joue va avec le porte-parole du voilà, on parle de Thibault, de profil et tout, mais la question c'est que le chef de l'État avait dit il faut retravailler la communication institutionnelle au-delà de la personne, et on estime que peut-être la tenue de tous ces critères du travail que Thibault fait à l'interne, peut-être pour prendre cette décision rapidement. C'est un travail qui ne reviendra pas qu'au porte-parole, parce que imaginez qu'il soit obligé par exemple de défendre le gouvernement sur une question qui ne concerne pas son département. Il aura besoin des éléments de réponse qui viennent d'un département. Donc ce sera un travail d'équipe. Rapidement, je veux revenir sur ce qui pourrait être les attentes vis-à-vis d'un porte-parole du gouvernement. Au-delà de la lecture des comptes rendus des rencontres et autres, il est amené à se prononcer sur beaucoup de questions. Ce qu'on souhaite de lui, c'est qu'il ne soit pas un opposant. On a vu par exemple ces écrits tranchants vis-à-vis du FNDC. Il faudra qu'ils tiennent compte du fait que toute la Guinée n'est pas FNDC. Donc, quelle que soit la question, même émanant des journalistes, des sujets abordés, ce qu'on attend de lui, c'est de venir répondre. Pas en tant qu'un adversaire qui vient pour, c'est pas s'attaquer, faire du mal parce qu'il y a eu... Non, mais de venir expliquer aux Guinéens la position du gouvernement, et ça de façon très posée, très calme, parce qu'encore une fois, il y a trop de tensions dans ce pays. Donc on attend des explications, de l'information publique, de la communication, parce que et les médias en ont besoin, et les Guinéens en ont besoin dans l'ensemble, et le pouvoir en a besoin, parce que après, quand on les a écoutés sur ce rapport, je crois c'était de MSF, non, de Millennium Challenge, on disait, non, avant même Amnesty, Millennium, parce que même là, on disait que c'est parce que les services de notation ne sont pas au courant forcément des réformes qui sont engagées. Donc il aura à communiquer sur tout ça. Donc on attend de lui quelqu'un qui vient vendre la communication avec des Guinéens qui n'attendent que ça, que de venir... en fait, on n'attend pas de lui une guerre ouverte entre lui, les journalistes et autres. On attend de lui de la bonne communication. Voilà, vous l'avez compris, une très bonne communication descendante, capsa un mot, puisqu'on est pris par le temps. Rapidement, moi ce que j'ai envie de relever, au regard de tout ce qu'on constate, la confiance placée en Thibault Camara par le chef de l'État, Thibault Camara qui joue cette médiation,
Thibou Camara, en réalité, moi, pourquoi je dis que c'est de bonne guerre le fait qu'on l'ait amené, il a au-delà de tout ce qu'on appelle l'intelligence communicationnelle. Il faut qu'on fasse la part des choses. Il a cette intelligence communicationnelle qui fera aujourd'hui qu'il aura une communication adaptée à la vision du chef de l'État. Pour moi, voilà pourquoi est-ce qu'il est là. Et il ne faut pas qu'on confonde aussi le rôle de ministre de la Communication et de forcément porte-parole, n'est-ce pas? En fait, il faut relever le fait que le chef de l'État, il est dans son indiscrétion de faire ce choix. Selon lui, la personne qui a cette possibilité de tenir la communication telle qu'il l'aperçoit. Et je pense que Thibou Camara, il le représente. Voilà, allez-y, Daouda Mohamed Camara. Oui, l'autre aspect que je voulais ressortir, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de porte-parole là. Le porte-parole, ce n'est pas celui qui vient simplement lire le compte rendu du Conseil des ministres, parce que c'est rédigé au secrétariat général du gouvernement et autres. Il vient simplement porter ou lire, je vais dire, le compte rendu du Conseil des ministres. Ça ne se limite pas là. Il y a beaucoup d'autres aspects. La coordination de la communication sectorielle. Et aujourd'hui, quand vous posez une question relative, par exemple, au ministère de l'Énergie, à un porte-parole du gouvernement, ce n'est pas qu'il soit gêné pour savoir tout ce qui s'y passe, ou le problème que la question que vous lui posez, il a forcément la réponse. Ce n'est pas sa spontanéité dans la réponse qu'il vous donnera lorsque vous lui posez la question, mais il faut qu'il soit à même de bien savoir communiquer dans l'équipe gouvernementale. Il faut qu'il ait l'accès, je vais dire, il faut qu'il ait accès, et cela doit lui être facilité par les différents chefs de département. Parce qu'on ne peut pas à tout moment toucher à tous les ministres et à tout coup. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui puisse porter. Parce que le porte-parole là, ce n'est pas que les petites questions que les journalistes peuvent poser, mais il y a des questions nationales qui peuvent être posées au niveau international. Et c'est là. Et il ne vient pas un beau matin pour ça. D'où l'implication des ambassades, comme le disait le chef de l'État. Des ambassades et autres. Oui. Il faut bien qu'il ait cet accès à tous les départements ministériels pour avoir, s'il faut quotidiennement ou en tout cas dans une périodicité, les différentes informations qui sont dans ces départements, parce qu'à tout moment il peut être contacté aussi bien à l'interne qu'à l'international. Vous l'avez compris, c'était les grandes gueules. On va marquer une courte pause, le temps de se retrouver. On va lire vos réactions au compte des grandes gueules. On n'oublie pas également cet autre sujet, École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie, un établissement en passe de disparaître. On va écouter Antoine Coran pour quelques minutes avant de continuer avec nos invités. On se retrouve dans un court instant. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.